Le secret doit-il toujours être révélé? La question est saugrenue car si la réponse est affirmative, il n'y a plus de secret. La grande presse doit-elle percer à jour tous les secrets? Tout ceci pour faire des nouvelles, au nom du droit à l'information ou sous prétexte de transparence. Aujourd'hui, on ose dire qu'il faut tout révéler. Et ce, qu'importe la dignité de la personne que l'on va clouer au pilori. Et la question revêt une importance toute particulière en matière d'agression sexuelle et de délit sexuel. Tout dire, c'est flatter les fantasmes de certaines personnes et affirmer, pour se justifier, que cette révélation est une nécessité vitale pour la victime et sa réinsertion dans la société. En est-on sûr? Pour répondre à cette question, nous avons contacté 3 personnes avec des compétences toutes particulières. Tout d'abord, l'abbé Bernard Dupuy-Montbrun, docteur en droit canonique et diplômé en sciences criminelles. Il a été pendant 44 ans l'aumônier de la prison de Muret, en Haute-Garonne. Il a écrit une thèse impressionnante sur le secret, aux éditions L'Échelle de Jacob. Dans cette thèse, il développe le secret absolu de la confession. Mais il développe également le secret professionnel qui s'applique au ministre du culte. Il va nous parler de droit canonique. Le droit canonique, c'est la science qui étudie l'héritage juridico-législatif, issu de la révélation et de la tradition, comme l'outil indispensable pour assurer l'ordre, aussi bien dans la vie individuelle et sociale que dans l'activité de l'Église elle-même. Pour parler de l'enfance, nous avons contacté le docteur Robert Monnier, pédopsychiatre. Pour évoquer les rapports entre le droit français et le droit canonique, nous avons rencontré le professeur émérite Gabriel Roujoud-Boubé, spécialiste de procédure pénale. Ces entrevues ont été passionnantes et nous sommes ravis de les partager avec vous. Alors, abbé Dupuy-Montbrun, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir chez vous, déjà. avec joie. Tout d'abord, merci de nous expliquer brièvement l'histoire du secret, de son existence dans notre culture. Au XIe siècle, il y a eu le premier traité sur le secret sacramentel, écrit par l'archevêque de Cantorbéry, et c'est un opuscule où il affirme l'obligation du secret comme étant inscrit dans la nature même du sacrement de la réconciliation. C'est à ce moment-là qu'au XIIIe siècle, le concile du Latran en 1215, jusqu'à nos jours, va exiger impérativement le secret, toujours sous peine de sanction, pour tous les ministres du culte, évêques et prêtres, dans l'Église catholique. Sous l'influence aussi de l'Église gallicane et du jansénisme, on a voulu relativiser le secret de la confession, et en tout cas, on n'accordait pas aux ministres non catholiques la possibilité de conserver le secret. Alors, si vous voulez, ici, je dois maintenant vous dire quelle est la reconnaissance du secret dans le monde moderne. Vous avez compris que le code pénal de 1810, parce que bien sûr la Révolution française supprimait toute idée de secret, et il faudra attendre le consulat pour que enfin soit reconnue, dans ce fameux code pénal de 1810, la reconnaissance du secret médical. Mais il se trouve que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, avant même l'application du code pénal de 1810, qui date du 1er janvier 1811, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait reconnu à un vicaire de ne pas révéler le secret qu'il avait entendu lors d'un entretien situé hors de la confession. En fait, non seulement cet arrêt de la chambre criminelle reconnaît que, au fond, tout ce qu'entend un confident, un ministre du culte, tout ce qu'il entend dans la mesure où, je veux dire, ce qui lui est confié, mais aussi ce qu'il voit, ce qu'il constate, ce qu'il devine, reste secret. Il n'a pas à le révéler. Mais ce n'est plus réservé uniquement dans le cadre de la confession sacramentelle. D'accord. Aujourd'hui, tous les ministres du culte, depuis cet arrêt, sont tenus au secret dans l'exercice de leur ministère. Cette disposition existe toujours dans le code de 1992, le code pénal. Elle existe toujours depuis la séparation des églises et de l'État, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, étant donné que
le secret médical a été proclamé en 1810, d'autres professions vont bénéficier aussi du secret médical. Et la jurisprudence a toujours considéré que les ministres du culte étaient soumis, au même titre que dans d'autres dispositions sociétales, comme on dit. Il y a le secret militaire, le secret d'État, il y a le secret des professions, de certaines professions, le secret du journaliste, etc. Pour nous, catholiques, le secret de la confession est absolu. Donc, on ne peut rien dire dans une telle situation. En principe, si je suis en présence d'une personne qui me dit qu'elle a avoué qu'elle a commis un crime, je lui dis que je ne lui donnerai pas le pardon de Dieu tant qu'elle n'a pas pris soin de se constituer prisonnier. Mais il arrive que ce soit les victimes qui viennent me révéler qu'elles ont été violées ou... Je lui dis, écoutez, monsieur, madame, moi je vous ai entendu dans le cadre de la confession. Maintenant, je vous donne le pardon pour les péchés qui sont autres que ce drame que vous m'avez confié dans le cadre de la confession, bien sûr. Mais vous allez être gentil, quand on a fini la confession, très gentiment, vous allez me dire tout de suite, mais vous en prenez l'initiative, c'est pas moi qui peux en prendre l'initiative. Vous allez me dire tout de suite ce que vous venez de me révéler en confession à propos de votre enfant ou à propos d'une personne vulnérable qui a été atteinte. Alors, à ce moment-là, je ne suis plus dans le secret de la confession, mais je suis dans le secret professionnel laïque, dont je vous ai parlé. Bon. Alors, là, il faut savoir que le secret professionnel laïque est absolu, lui aussi. Bon. Mais, j'ai la faculté de le révéler. J'ai la faculté de le révéler à partir du moment où j'apprends un danger potentiel. Et à ce moment-là, si j'ai des éléments qui me permettent de constater qu'il y a une personne vulnérable qui a été agressée, par un prêtre ou par une autre personne d'ailleurs, j'ai la faculté d'aller le signaler à la police. Alors, le signalement, ce n'est pas la dénonciation. Le signalement consiste, mais il faut reconnaître que c'est un peu subtil, le signalement consiste à dire, voilà, j'ai eu connaissance des faits, c'est telle personne qui est vulnérable qui a été agressée, je vous en rends compte, j'ai obtenu d'elle qu'elle puisse vous en parler, bien entendu, mais ça se situe hors de la confession, vous comprenez ? Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, elle vous expliquera ce dont elle a souffert. Mais moi, je n'ai pas à dénoncer le nom de la personne qui l'a massacrée. Pour le médecin, il est clair que s'il apprend qu'un enfant a été massacré, car ça concerne l'agression des enfants et des personnes vulnérables, il doit le révéler aux autorités judiciaires, administratives. Bon, il doit le révéler. Et c'est une obligation pour lui. Mais le code, la loi française, n'a pas prévu cette obligation pour nous. Ce qui n'empêche pas celui qui est soumis au secret professionnel d'être invité impérativement à le révéler sous forme de signalement. Pour l'instant, les ministres du culte n'ont pas l'obligation de dénoncer de tels actes comme les médecins doivent le faire. Mais ils sont instamment invités à le signaler. Mais attention, à condition qu'ils prennent soin de vérifier ce qu'il en est. D'accord. Parce que ça, c'est le vrai drame aujourd'hui. Il faut que les évêques comprennent que le droit canonique s'applique et que la commission d'écoute n'est pas suffisante en tant que telle pour aller prévenir le procureur de la République tout de suite. Encore faut-il qu'il y ait une enquête établie selon les règles de droit. La première chose, c'est d'abord entendre la parole de l'enfant, ne pas la relativiser. En se dire, bon, mon fils a des tendances à fabuler ou exagérer, à dramatiser. Non. C'est entendre la parole de l'enfant et demander, mais comment cela s'est passé, d'essayer de l'amener à aller un petit peu plus loin, avec beaucoup de bienveillance et d'empathie, et lui dire, nous,
même si toi tu t'aperçois de rien et que tu veux éviter toute sanction ou toute autre, cela n'est pas possible. Cela est trop grave. Et aller porter plainte, parfois amener l'enfant, sauf si celui-ci est trop petit ou d'autres se dérobent, mais il faut de toute façon faire un geste. C'est-à-dire que si l'on n'agit pas d'une quelconque manière, on est complice. Et les parents seraient éventuellement complices. Alors de là, il y aura évidemment une enquête également avec des psychologues sur un plan pour voir la personnalité de l'enfant et voir s'il y a des tendances, effectivement, enfin de l'adolescent, des tendances de la fabulation. Il y a une enquête policière qui verra si cela tient la route, parce que parfois ça ne tient pas la route, mais enfin, si c'est une vengeance, il s'entend, pour les adolescents, mais c'est nécessaire qu'il y ait un acte. On ne peut pas relativiser. Enfin, il ne faut pas relativiser ou douter. Et si c'est un phénomène d'imaginaire ou d'interprétation et d'autres, c'est que l'enfant ou l'adolescent pourrait avoir quelques difficultés inhérentes à lui-même et qu'il est amené, parfois avec la meilleure bonne foi, et j'insiste là-dessus, meilleure bonne foi, à interpréter certaines attitudes et certains comportements. La présomption d'innocence, d'abord, il faut dire qu'elle a valeur constitutionnelle. Elle est incluse dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle est reprise par la Convention européenne des droits de l'homme et elle est reprise par l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Donc, il s'agit d'une règle constitutionnelle qui est au sommet de la hiérarchie des normes. Non. Seulement, la présomption d'innocence, elle est souvent mal comprise de ceux qui l'utilisent et mal comprise du public. Le principe, il est énoncé dans l'article préliminaire et dans la déclaration de 1789. Tout accusé est présumé innocent, ce sont les termes de la loi. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. Et il faut ajouter, ait été établie par une décision juridique définitive. Non. Ce qui fait que l'individu qui a été condamné en première instance, condamné en appel, qui a fait un pourvoi en cassation, qui est actuellement en train de repasser devant une deuxième cour d'appel, est toujours présumé innocent, même s'il a avoué. Alors qu'est-ce que c'est la présomption d'innocence? Eh bien, c'est deux choses. D'abord, c'est une règle de preuve, la présomption d'innocence. Et c'est une règle de preuve à laquelle il faut tenir. C'est-à-dire que si l'individu qui est poursuivi n'a pas à prouver son innocence, c'est à la partie poursuivante à prouver la culpabilité. C'est extrêmement important. Alors, il ne faut pas être trop transparent parce que dans ce cas-là, on n'a plus aucune liberté. On peut avoir une altération d'une partie de notre liberté et cela peut engendrer évidemment ou entraîner une plus grande culpabilité. Tout ne peut être dit et on ne peut pas restreindre et entraîner certaines inhibitions en disant tout parce qu'on peut détruire un équilibre. Un équilibre plus ou moins instable, il faut le dire, avec précaution, empathie bien sûr, et jusqu'à un certain point, ne pas dévoiler tous les risques, les potentiels, l'avenir, etc., s'en débarrasser. D'accord. Donc une certaine réserve quand même en fonction de la réserve est essentielle. Ces agressions sexuelles sont absolument sur mineurs de la part de ministres du culte, lorsque c'est établi, sont absolument odieuses. Bon. Et il ne faut pas jeter la pierre à nos évêques lorsqu'ils essayent de résoudre cette difficulté
avec le plus d'efficacité possible, surtout qu'il y a actuellement une pression médiatique assez extraordinaire qui concerne, pour ce qui concerne l'Église catholique, aussi bien des évêques que des prêtres ou des prélats. Cette pression est tellement prégnante, si vous voulez, que nous avons maintenant des propos journalistiques qui, sous prétexte de propos anonymes, accusent un clerc de ces méfaits et le juge déjà sans forme de procès et le condamne socialement sans tarder. Et puis avec ce drame, parce que c'est un véritable drame, que la justice prend volontiers au sérieux les déclarations de la presse. C'est l'affaire Fillon. Et alors, à ce sujet, il faut remarquer une chose. C'est que sur le coup, vous avez des déclarations dans la presse, et la presse fait des articles avec des titres à la une. On fait un battage extraordinaire autour d'une affaire, et puis on n'en parle plus. Et puis, 6 mois ou 1 an après, vous avez un petit entrefilet dans la presse. Dans l'affaire Untel, il a été rendu une décision de non-lieu. Et vous vous rendez compte du préjudice, de la disproportion entre l'article sur le coup et le petit entrefilet 6 mois, 1 an après? Lorsqu'un prêtre ou un évêque est accusé d'agression sexuelle ou d'avoir commis un acte de cette nature, c'est là où il faut que la prudence puisse exister, c'est-à-dire le souci d'établir les faits, de rechercher exactement ce qu'il en est en vérité. Alors, c'est-à-dire prendre des distances autant que possible vis-à-vis de la société civile qui nous accule à mettre tous ceux qui sont présumés suspectés d'avoir commis ces actes dans l'arène de la fosse aux lions. D'abord, il y a une exigence qui est fondamentale et qui existe aussi bien du côté du droit français que du côté du droit canonique. C'est-à-dire que lorsque un évêque apprend qu'il y a un prêtre qui est suspecté d'avoir commis un tel acte, il est invité à lui retirer son ministère immédiatement. Ne serait-ce que pour protéger d'éventuelles victimes, on ne sait pas. Bon. C'est une mesure de prudence qui n'est pas une condamnation. C'est simplement une nécessité pour pouvoir examiner les faits tels qu'ils sont. La tâche de l'évêque, avec la mesure de prudence que je viens d'indiquer, est celle d'établir la vérité des faits. Alors, cette vérification, elle ne se fait pas hors droit. Elle se fait dans le cadre du droit canonique. S'il y a un lien de causalité qui permet de dire « oui, c'est bien lui qui a agressé cet enfant ou cette personne majeure, c'est bien lui qui a fait ça ». Ce n'est pas le juger. Une enquête canonique n'est pas là pour juger. Si par exemple il est établi qu'il y a bien ce lien de causalité, à ce moment-là, l'évêque peut engager un procès pénal canonique. Tout ça c'est un peu minutieux si vous voulez, mais c'est fait pour quoi? C'est fait pour garantir les droits de la défense, la présomption d'innocence. C'est fait pour ne pas entrer dans l'engrenage médiatique qui passe son temps à condamner sans forme de procès, je l'ai déjà dit. Il y a là un problème que nous n'avons jamais résolu, parce que vient s'ajouter une autre donnée qui est très importante, qui est la liberté de communication et d'expression. Cette liberté est affirmée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et il ne faut pas oublier que la justice est un service public, et que le citoyen qui paie des impôts a tout de même le droit de savoir comment fonctionne la justice. Une forme de droit de regard. Et un droit de regard. Sinon, un droit de contrôle. Il est donc très difficile de concilier les deux choses. D'autant plus difficile que vous avez à l'heure actuelle, en gros, 2 sortes de presse. Vous avez une presse d'investigation qui mène ses propres investigations et qui est tout à fait libre de les relater dans la presse.
Mais vous avez à côté de ça la presse dite judiciaire qui relate, elle, ce qui se passe dans les palais de justice. Et c'est celle-là qui entrave le secret. L'enquête canonique ne contrarie pas l'enquête de la police lorsqu'elle se conjugue. Parce que de toute manière, la police a le droit de saisir l'enquête canonique puisque le secret scripturaire n'existe plus. C'est en fait, si vous voulez, lorsqu'une victime se plaint à un évêque, et d'ailleurs c'est la même chose avec le procureur de la République ou la police, il y a toujours un enregistrement acté de la plainte. Or, il faut que les évêques comprennent que le droit canonique les oblige à réaliser cette enquête actée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on oblige la personne qui accuse un suspect de confirmer par écrit ce qu'elle a dit et de le dire en prononçant le serment d'avoir dit la vérité. Et sur nous, si c'est faux, c'est sanctionné de parjure. Donc, le suspect est lui-même entendu aussi de cette manière, en répondant aux questions, même s'il a procédé à un aveu spontané. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes nos questions et merci de nous avoir reçus chez vous. De tout cœur, merci à vous.